Il y a ce phénomène psychologique vraiment absolument fascinant qui se produit presque universellement, je dirais, vers 23 heures. Oh, le fameux pic d'ambition de fin de soirée. Mais exactement. La maison est complètement silencieuse, on est dans son lit, et soudain, le cerveau est juste inondé d'une clarté, d'une ambition foudroyante. On se transforme vraiment, l'espace d'un instant, en une version idéalisée de soi-même, en fait. C'est le super-héros de la nuit, quoi. Voilà. Le plan pour le lendemain est limpide, réveil à l'aube, séance de sport intense, de la méditation et pourquoi pas l'apprentissage d'une nouvelle langue. L'enthousiasme est tellement réel, on le sent physiquement. On s'endort avec la certitude absolue que demain, la vie change. C'est magnifique, mais c'est ce qu'on pourrait appeler l'illusion nocturne de la volonté infinie. L'illusion nocturne, c'est joliment dit. Sur le plan neurologique, c'est très documenté en fait. Le cortex préfrontal qui gère notre planification et nos idéaux à long terme, il s'en donne à cœur joie. Parce qu'à 23 heures, l'effort ne coûte strictement rien. Il est purement conceptuel. Ah oui, d'accord, l'effort n'existe que dans notre tête. Exactement. Le cerveau sécrète de la dopamine simplement en imaginant ce futur succès, et ça sans qu'aucune dépense énergétique réelle ne soit requise de la part du corps. Mais le problème, c'est que le crash est inévitable. Quelques heures plus tard, le réveil sonne, il est 6 heures du matin, il fait froid, la chambre est encore plongée dans l'obscurité. Et là, le super-héros s'évapore. Instantanément. La seule ambition qui survit à ce moment-là, c'est un besoin viscéral, presque animal en fait, de fusionner avec le matelas et d'éteindre cette fichue alarme. Et ce contraste entre la grandeur de nos intentions nocturnes et la misère absolue de nos exécutions matinales, c'est un peu le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est le terrain où l'ambition entre en collision frontale avec la biologie. Et la question n'est pas tant de savoir pourquoi on ressent cette baisse de régime, parce que comme tu l'as dit, c'est physiologiquement normal. Bon oui, c'est la conservation de l'énergie. Voilà. La vraie question, c'est comment on construit de systèmes pour la contourner. Et pour illustrer ça, aujourd'hui, on va analyser un cas d'étude très spécifique. C'est tiré d'un module qui s'intitule « Le pouvoir de la discipline ». Un module issu de la série audio d'apprentissage entre nous, en français si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Et ce qui est vraiment passionnant ici, c'est qu'on a un support conçu à la base pour l'apprentissage linguistique, mais qui en réalité dissèque toute la psychologie de l'accomplissement humain. C'est souvent comme ça, les meilleures leçons se cachent là où on s'y attend le moins. Tellement vrai. Donc l'histoire commence avec le personnage d'Emma, et exactement avec cette scène du réveil dont on vient de parler. Emma avait prévu de se lever à 6h30 pour étudier. La fameuse erreur classique. Le réveil sonne et là, elle prononce cette phrase qui a sans doute détruit plus de rêves que n'importe quel autre obstacle dans l'histoire de l'humanité. Juste 10 minutes de plus. Ah, la phrase fatidique. C'est vraiment le déclencheur d'une réaction en chaîne catastrophique, parce que le saut temporel dans l'histoire nous amène directement à 8 heures. Et là, c'est la panique totale. Emma est submergée par le stress et elle réalise avec beaucoup d'amertume qu'elle n'a absolument rien accompli de ce qu'elle voulait faire. Mais ce qui est intéressant dans l'analyse de cette scène, c'est pas l'échec en soi. C'est vraiment le diagnostic qui en est fait. Parce que trop souvent, on a tendance à attribuer cet échec matinal à une sorte de défaillance morale. Oui, on se flagelle en se disant qu'on est paresseux ou qu'on manque de caractère. Exactement. Or, la source qu'on étudie met en lumière une ligne de fracture totalement différente. C'est la confusion systémique entre la motivation et la discipline. C'est une distinction fondamentale. Tout le monde sait que la motivation est éphémère. C'est une émotion et, comme toute émotion, elle est dictée par des facteurs aléatoires. Comme la météo, la fatigue de la veille, ce qu'on a mangé. Voilà. C'est extrêmement volatile. Mais si on sait tous à quel point c'est instable, pourquoi est-ce qu'on continue collectivement de la vénérer à ce point ? C'est une super question. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à chercher la vidéo parfaite pour se motiver au lieu de construire autre chose de plus solide ? En fait, c'est parce que la motivation, c'est spectaculaire. Ça offre une décharge émotionnelle immédiate. Miser sur la motivation, c'est un peu espérer qu'un vent favorable va gonfler les voiles de notre bateau tous les matins comme par magie. Sauf qu'il y a des jours sans vent. Et c'est là que la discipline intervient. Elle n'a absolument rien de glamour. Elle est définie ici comme la capacité à faire ce qui doit être fait, peu importe notre état émotionnel du moment. Si je reprends ton analogie du bateau, la discipline, ce serait le moteur diesel. C'est ça. Il est bruyant, il demande de l'entretien, il n'est pas très esthétique, mais il fonctionne, même quand il y a zéro vent et un brouillard à couper au couteau.
J'adore l'idée du moteur diesel. Une autre façon de le voir que je trouve parlante, c'est l'image du feu de cheminée. La motivation, c'est l'étincelle ou le liquide inflammable qu'on balance sur les bûches. Ça fait une flamme immense tout de suite. Très impressionnante, qui chauffe la pièce en 2 secondes, mais ça s'étend aussi vite que c'est apparu. Et la discipline, c'est le fait de se lever de son fauteuil confortable, même quand on est super fatigué, pour aller rajouter une bûche sur les braises. C'est pas excitant du tout. Non, c'est même une corvée, mais c'est l'unique moyen de ne pas mourir de froid pendant la nuit. Et Emma, à 6h30 du matin, elle cherchait désespérément cette étincelle qui avait brûlé la veille au soir. Ce qui nous amène d'ailleurs à la conséquence directe de cette dépendance à l'étincelle. C'est la culpabilité. Ah oui, la fameuse scène du café. Oui, la suite de l'analyse nous transporte dans un café où Emma discute avec un autre personnage, Karim. Et elle est juste rongée par la culpabilité. Elle est persuadée que son incapacité à être régulière fait d'elle une personne faible. Et le poids cognitif de cette culpabilité est immense. Chaque échec matinal draine ses ressources mentales et rend la tentative du lendemain encore plus dure. C'est un cercle vicieux. Mais l'intervention de Karim à ce moment précis, c'est une véritable leçon de recadrage psychologique. Il l'écoute faire cette confession pleine de honte et lui répond simplement que ce n'est pas un problème de motivation, mais un problème d'habitude. Et ça la dédouane totalement sur le plan moral. Ce glissement sémantique, il change tout. Passer d'un jugement de valeur qui attaque directement l'identité à un simple problème d'ingénierie comportementale, ça permet de reprendre le contrôle. Donc Karim diagnostique un manque de discipline. Mais sa définition de ce mot, elle mérite vraiment qu'on s'y arrête parce qu'elle déconstruit totalement nos vieux réflexes. Oui, parce que le mot discipline fait peur en général. Je vais jouer à l'avocat du diable une seconde. Le mot discipline a une réputation franchement épouvantable. Historiquement et culturellement, ça évoque la privation, la souffrance, le domaine militaire même. La punition presque. Quand on entend discipline, on n'imagine jamais un truc libérateur. On imagine plutôt un sergent instructeur qui hurle à 5h du matin sous une pluie battante. C'est très vrai. Et cette connotation punitive, c'est exactement ce qui repousse la plupart des gens. On associe automatiquement la discipline à une sorte d'abnégation totale. Mais le concept mis en avant dans la source fait un virage à 180 degrés. Complètement. La discipline y est redéfinie de façon presque subversive. Pas comme une torture, mais simplement comme le fait de fournir un petit effort chaque jour. Un petit effort. Ça a l'air presque trop simple, non ? Ça en a l'air, mais quand on l'articule concrètement, la méthodologie proposée s'appuie sur une compréhension redoutable de notre cerveau. Et il y a d'ailleurs un cadre en 3 piliers qui est détaillé pour transformer cette idée abstraite en réalité. Et le premier pilier, c'est de commencer petit. L'exemple donné dans le texte est frappant. Au lieu de viser 2 heures d'études d'un coup, l'objectif est réduit à 10 minutes. Seulement 10 minutes. 10 minutes par semaine. À ce rythme-là, on maîtrise le sujet en l'an 2050. Est-ce que c'est pas un peu se mentir à soi-même ? C'est une objection super intuitive, mais elle méconnaît complètement le concept d'énergie d'activation en psychologie. C'est un terme emprunté à la chimie en fait. L'énergie d'activation, c'est-à-dire ? Pour qu'une réaction chimique se produise, il faut d'abord franchir un pic d'énergie initial. Face à un objectif de 2 heures, notre cerveau archaïque, l'amygdale, évalue le coût métabolique. 2 heures d'effort, c'est vu comme une menace énorme pour nos réserves d'énergie. Et donc la réaction immédiate, c'est la fuite ? C'est la résistance, la procrastination. Mais l'objectif de 10 minutes, c'est un véritable cheval de Troie. Il est tellement dérisoire que le cerveau ne déclenche aucune alarme. La barrière à l'entrée est littéralement pulvérisée. En d'autres termes, on manipule son propre système d'alerte. C'est exactement ça. C'est l'équivalent de se dire, avant d'aller nager dans l'océan Atlantique en plein mois de décembre, je vais juste mouiller mes chevilles et je ressors. Personne ne ressort juste après avoir mouillé ses chevilles. Voilà, si on pense au plongeon intégral, on reste emmitouflé avec sa serviette. Mais une fois qu'on a de l'eau jusqu'aux genoux, l'élan est là. Et c'est la réaction d'Emma. Elle s'assoit pour 10 minutes, la friction disparaît, elle trouve ça facile et elle continue. L'inertie change de camp. Le principe d'inertie de Newton s'applique parfaitement au comportement humain. Un corps en mouvement a tendance à rester en mouvement. Le plus dur, c'est de passer du repos à l'action. Une fois le cap des 10 minutes franchi, le réseau neuronal est engagé, la concentration est là et l'effort pour continuer s'effondre. Ce qui nous amène naturellement au deuxième pilier qui est fondamental pour que ces fameuses 10 minutes survivent sur le long terme. La création d'une routine stricte. Ah, la routine. Le conseil de la source, c'est de faire cette action au même moment chaque jour. Ça a l'air d'un détail d'organisation un peu mineur, mais ça cache une réalité neurologique assez lourde, non ? Très lourde, oui. C'est une stratégie de préservation de nos ressources mentales. Parce qu'on est tous victimes de ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle.
la jauge d'énergie limitée pour prendre des décisions. Exactement. Si tous les matins on doit débattre avec soi-même pour savoir à quelle heure on va caler nos 10 minutes, on consomme cette énergie précieuse pour rien. Alors qu'en fixant une heure immuable, on externalise la décision. On supprime la négociation avec soi-même. L'automatisation, c'est le meilleur antidote à la paresse. C'est pour ça qu'on ne fait jamais de grands débats philosophiques le matin pour savoir si on va se brosser les dents ou non. L'action est ancrée. L'objectif, c'est d'élever l'apprentissage au rang de l'hygiène dentaire. L'horloge décide, c'est pas notre humeur. Exactement. Mais même avec le meilleur système du monde, la faille reste inévitable. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier. De loin le plus contre-intuitif, je trouve, dans le domaine de la performance. L'acceptation inconditionnelle de l'imperfection. Voilà. Le modèle affirme avec force qu'il y aura des jours ratés et que c'est le processus normal. Et franchement, c'est un soulagement intellectuel immense. C'est vrai que le discours classique sur la discipline ressemble souvent à une tyrannie de la perfection. Surtout avec toutes ces applications aujourd'hui qui comptent les jours consécutifs de réussite. C'est super motivant au début, mais le jour où on attrape la grippe ou qu'une urgence survient, la chaîne se brise. Et l'effet psychologique est dévastateur. On a l'impression que le compteur retombe à zéro. Et c'est très souvent là que les gens abandonnent définitivement. En recherche, on appelle ça l'effet foutu pour foutu. Dès qu'une règle stricte est enfreinte, le cerveau bascule dans le laisser-aller total. Jeudi, j'ai raté mon sport, donc c'est mort pour la semaine. Je mangerai de la pizza jusqu'à dimanche. C'est tellement ça. Le modèle de la source propose une architecture mentale basée sur la résilience plutôt que sur l'infaillibilité. Un jour raté, c'est une donnée statistique neutre, pas une preuve de notre incompétence. La seule faute systémique, ce serait de laisser un échec isolé devenir un abandon définitif. Le but n'est pas d'être parfait, mais d'être persistant. C'est la clé de voûte. Mais du coup, ça soulève un paradoxe assez énorme. On parle d'efforts minuscules de 10 minutes et en plus, on accepte de rater des jours de temps en temps. Oui, ça paraît un peu trop relâché. Voilà. Comment une approche aussi douce peut-elle produire de vrais résultats face à des défis majeurs ? Face à la culture du travail acharné, de l'étudiant qui s'enferme tous les week-ends à la bibliothèque pour avaler un manuel. La réponse se trouve dans les mécanismes de la plasticité neuronale. L'étude propose une règle fascinante. 10 minutes par jour sont infiniment plus puissantes que 2 heures concentrées une seule fois par semaine. C'est contre-intuitif, mais tellement logique. De l'oubli. Absolument. Le gavage du dimanche envoie un signal très ponctuel, mais l'exposition répétée, même si c'est 10 minutes, ça envoie un signal de survie au cerveau. L'information revient tous les jours, donc elle est cruciale pour l'organisme, il faut consolider ses synapses. C'est fascinant. Et le plus important, c'est que l'apprentissage réel se fixe pendant le sommeil. Étudier 10 minutes chaque jour, ça veut dire qu'on bénéficie de 7 cycles de semaine par semaine pour encoder l'information, contre un seul pour la méga-session du dimanche. L'intensité est une illusion de productivité alors que la fréquence, c'est la véritable mécanique de l'expertise. Et d'ailleurs, la fin de l'histoire d'Emma illustre ça parfaitement. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Après quelques semaines de ces petites routines imparfaites de 10 minutes, elle est métamorphosée. Elle comprend mieux, elle s'exprime avec fluidité. Et Karim conclut en disant que ce n'est pas magique, c'est juste le système. Mais il y a une dernière réflexion dans cette analyse. Une définition ultime de la discipline qui dépasse largement le simple apprentissage d'une langue. Ah oui, cette phrase. La discipline, c'est une promesse que tu te fais à toi-même. Ça fait l'effet d'un électrochoc, non? C'est vraiment le cœur philosophique de tout ce modèle. On a beaucoup parlé de neurologie et d'habitude, mais cette conclusion touche directement à notre intégrité personnelle. Transformer une corvée en un acte de loyauté envers soi-même, c'est un levier psychologique hyper puissant. C'est fou quand on y pense. Si on promet à un ami de l'aider à déménager un samedi matin sous la pluie, On va le faire. on ne se pose même pas la question, on veut qu'il sache qu'il peut compter sur nous. On protège la relation. Mais on est souvent chroniquement incapable d'appliquer cette même loyauté envers nous-mêmes. C'est tragique. Quand on se promet à 23h de se lever tôt et qu'on éteint le réveil à 6h, au final, on se trahit. Et le coût de cette trahison répétée est exorbitant. Ce n'est pas juste 1 heure d'études perdues. Chaque fois qu'on repousse cette alarme, c'est un message subliminal qu'on envoie à notre inconscient. Un message qui dit « ma parole n'a aucune valeur ». Ça érode l'estime de soi à un niveau microscopique mais tellement constant. Exactement. À l'inverse, respecter cette micro-promesse de 10 minutes tous les jours, c'est restaurer cette confiance. C'est prouver empiriquement à son cerveau qu'on est quelqu'un qui fait ce qu'il dit.
ce qui élargit considérablement l'horizon de tout ça. L'enjeu n'est pas juste de maîtriser la grammaire ou d'apprendre le petit piano. La compétence acquise, c'est presque un effet secondaire. Le véritable bénéfice, c'est la construction d'une confiance en soi qui devient inébranlable. Quand on sait qu'on peut compter sur soi pour tenir le cap, ça change radicalement la façon dont on aborde toute son existence. C'est une pensée assez vertigineuse pour terminer. Chaque fois que la tentation d'abandonner face à un petit effort survient, c'est pas seulement le succès d'une tâche qui est en jeu. Chaque décision de continuer, même de façon imparfaite, c'est un vote microscopique pour la personne qu'on souhaite devenir. On apprend le langage de la confiance en soi. C'est ça. Alors, la prochaine fois que le silence de 23 heures donne l'illusion d'être invincible, il faut garder à l'esprit que l'héroïsme véritable ne se trouve pas dans ces visions nocturnes. Il se trouve dans le courage très modeste de se lever le lendemain avec toutes ses failles et d'honorer silencieusement, pendant 10 minutes, la promesse faite à soi-même. C'était un immense plaisir de décortiquer tout ça avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. À très vite pour une nouvelle exploration.